Ma femme a couché avec son patron, elle s'est moquée de moi en disant que je n'étais qu'un pauvre électricien. Alors j'ai rien dit, j'ai monté un plan en douce et j'ai regardé sa vie s'écrouler en 48 heures. Je m'appelle Alex, j'ai 34 ans. Je suis électricien depuis que j'ai 19 ans. J'ai commencé en tant qu'apprenti, je gagnais un peu ma vie et j'ai grimpé les échelons jusqu'à devenir compagnon, puis maître électricien il y a 5 ans. C'est là que j'ai lancé ma propre boîte. Rien d'incroyable, juste moi et 2 autres gars, on fait du câblage dans des maisons et des chantiers pro dans la ville. Je gagne bien ma vie maintenant, assez pour vivre confortablement, sans être riche non plus. Jessica, 31 ans, je l'ai rencontrée chez mon pote Dave, à sa pendaison de crémaillère, il y a 6 ans. C'était une amie de sa copine de fac. Je vais pas mentir, ce qui m'a frappé en premier, c'était son corps en sablier. Mais ce qui m'a vraiment accroché, c'est la façon dont elle rigolait à mes blagues nulles, genre un vrai rire sincère, pas le petit rire poli que les filles font juste pour être sympa. On a tout de suite bien accroché. Elle bossait dans une boîte de marketing en centre-ville, elle s'occupait des comptes réseaux sociaux pour des commerces locaux. Elle était super maligne et avait toujours un truc intéressant à dire, pas comme ces dates chiants où tu te bats pour éviter les blancs. Notre premier encart, c'était dans un bar bien pourri mais avec les meilleures ailes de poulet du coin. Elle est arrivée en jean et t-shirt, là je me suis dit direct, je suis foutu. 3 ans de relation, 3 ans de mariage. On avait, d'après moi, construit un truc solide ensemble. Je me défonçais pour faire tourner mon entreprise d'électricité, je bossais parfois 14 heures par jour, à ramper dans des combles en plein été ou à tirer des câbles dans des baraques en construction en plein hiver. Mais ça en valait la peine. On avait acheté une petite maison sympa avec 3 chambres dans un quartier correct. Rien de luxueux, mais c'était chez nous. Enfin, surtout chez moi vu que j'avais mis la majorité de l'apport, mais bon. Au début, Jessica avait l'air d'apprécier vraiment ce que je faisais. Elle préparait le dîner quand je rentrais crevé, elle m'écoutait râler sur le chef de chantier qui avait failli s'électrocuter parce qu'il n'avait pas eu la patience d'attendre que je coupe le courant. Elle se vantait auprès de ses copines que son mec savait tout réparer. Elle dormait dans mes vieux t-shirts en disant qu'il sentait comme moi. Elle se plaignait jamais de mes mains pleines de cornes ni du fait que parfois je m'endormais sur le canapé avant même le dîner. Les week-ends étaient simples mais cool. On bricolait ensemble à la maison. Elle se débrouillait pas mal avec un pinceau et elle gérait les outils de base. On invitait des potes pour faire des barbecues, on binge-watchait des séries, on testait de nouveaux restos. La routine de couple normale. Une fois par an, on partait en vacances. Rien de fou, généralement une plage à quelques heures de route, mais on passait de bons moments. Faut être honnête, il y avait sûrement des signes que tout n'était pas aussi parfait que je le croyais. Quand tu bosses comme un dingue tous les jours pour construire quelque chose, t'as pas toujours le recul pour voir ce qui se passe sous ton nez. Et franchement, j'ai jamais été super doué pour capter les trucs émotionnels. Mon père était du genre à l'ancienne, réparer, nourrir, protéger. Parler de ses sentiments, c'était pas vraiment au programme. Les premières années de mariage, ça roulait. On parlait d'avoir des gosses, mais on s'était dit qu'on attendrait que ma boîte soit plus stable et qu'elle grimpe un peu dans sa boîte à elle. On avait mis un peu d'argent de côté, je décrochais de plus gros contrats, elle a eu une promotion, tout allait bien. Sa famille m'aimait plutôt bien. Son père aimait le fait que je travaille de mes mains et que j'ai monté ma boîte tout seul. Sa mère, un peu snob, genre Karen de banlieue, pensait sûrement que sa fille aurait pu épouser un médecin ou un avocat, mais je l'avais eu dans la poche en réparant tout chez eux chaque fois qu'on leur rendait visite. Y a rien de mieux pour gagner des points avec les beaux-parents que de régler un problème de plomberie qui les saoule depuis des mois. Ma famille l'adorait. Ma mère était juste contente que j'ai trouvé une fille qui me supporte. Mon père trouvait qu'elle passait un peu trop de temps sur Insta et qu'elle aimait un peu trop les marques, mais il gardait ça pour lui. Mon petit frère la trouvait canon, ce petit enfoiré, mais il respectait notre couple. On avait un bon groupe de potes aussi, un mélange entre mes collègues du bâtiment et ses collègues du marketing. On faisait des soirées jeux, des barbecues l'été, une ligue de fantasy football qui partait complètement en vrille. Une vie normale, bien. Si tu m'avais demandé à ce moment-là, j'aurais dit qu'on était solide. Pas parfait, on s'engueulait parfois pour des conneries, genre la vaisselle pas faite ou mes traces de boue dans la maison. Elle râlait quand j'oubliais un de ces trucs entre potes. Moi, je râlais quand elle dépensait trop pour des fringues ou du maquillage. Mais rien de méchant. Aucun vrai signal d'alerte, en tout cas pas que j'ai capté. Sérieux, écrire tout ça, c'est comme revoir le début d'un film d'horreur où tout semble normal mais tu sais qu'un taré va débarquer. Sauf que dans mon cas, le monstre portait de la lingerie Victoria's Secret et dormait à côté de moi chaque nuit. Le premier signe que quelque chose clochait, c'était il y a environ 8 mois.
C'est là que Jessica a commencé à parler de plus en plus d'un nouveau mec au boulot, Mike. Mike avec son MBA d'une école prestigieuse. Mike avec ses idées de génie pour la boîte. Mike qui allait faire carrière. J'aurais dû être plus attentif quand ma femme pouvait pas tenir 5 minutes sans lâcher le nom d'un autre gars. Mais comme je l'ai dit, j'étais à fond sur le taf, à gérer mes contrats, mon équipe, à faire tourner la boîte. J'ai pas capté que j'aurais dû plutôt surveiller ce qui se passait à la maison. Et puis c'est devenu, Mike ceci, Mike cela, Mike pense qu'on devrait gérer le dossier Johnson autrement, Mike est allé à Cancun l'année dernière et pense qu'on devrait y aller, Mike dit que mes idées ont vraiment du potentiel. Bientôt, j'entendais parler de ce que Mike prenait au petit-déj et de sa routine sport, genre je m'en fous total que ce mec fasse du crossfit et bouffe des tartines à l'avocat. Vers cette période-là, Jessica a commencé à rentrer plus tard du taf. Ça a commencé avec des afterwork d'équipe, soi-disant obligatoires pour créer de la cohésion. Une fois par semaine, c'est devenu 2. Puis 3. Elle rentrait vers 8 ou 9 heures du soir, un peu pompette, avec une odeur bizarre entre le bar et le parfum. Quand je lui demandais comment s'était passée sa journée, elle avait ce regard lointain, comme si sa tête était ailleurs. Elle a commencé à faire des petites remarques du genre, ses potes de fac faisaient de grandes choses avec leur vie. L'une venait d'acheter une maison de vacances dans le Colorado, une autre venait d'être promue vice-présidente dans une boîte tech. Toujours ce petit ton étrange, comme si notre vie à nous était en dessous de la moyenne. Mike dit que j'ai un vrai potentiel de manager. Il pense que je devrais viser plus haut, qu'elle disait en scrollant sur Instagram pendant que moi, je lui racontais que j'avais décroché un gros contrat pour un nouvel immeuble de bureau en centre-ville. Comme si ce que je faisais ne valait rien, juste parce que je portais pas de costard pour aller bosser. Ensuite sont venus les changements d'apparence. Elle s'habillait différemment pour aller au travail, avec des fringues que j'avais jamais vues. Plus de maquillage, une nouvelle coupe de cheveux, un nouveau parfum sûrement plus cher que mes chaussures de sécurité. Elle allait se faire les ongles toutes les semaines maintenant, alors qu'avant, c'était juste pour les grandes occasions, tous les 2 ou 3 mois. Et puis la salle de sport. Du jour au lendemain, ma femme, qui râlait pour promener le chien autour du pâté de maison, se levait à 6 heures du matin pour aller s'entraîner avant le boulot, dans une salle super chic en centre-ville, avec cours collectif, smoothie et coach perso. 200 € par mois. Alors qu'on a une salle à 30 € par mois à 5 minutes de la maison, parfaitement correcte. Et elle rentrait de plus en plus tard. Toujours en disant qu'elle s'était douchée à la salle après l'entraînement. Elle arrivait donc à la maison toute propre, maquillage impeccable, coiffure nickel, à 8 ou 9 heures du soir. Comme si c'était parfaitement normal après une séance de sport bien transpirante, pas vrai? Je suis pas du genre jaloux. J'ai jamais été le mec qui fouille le téléphone de sa nana ou qui la géolocalise. J'ai toujours pensé que la confiance, soit elle est là, soit elle ne l'est pas. Et si elle ne l'est plus, c'est que le couple est déjà mort. Mais je suis pas débile non plus. J'ai commencé à remarquer qu'elle était tout le temps sur son téléphone, mais qu'elle tournait l'écran quand je m'approchais. Je l'ai surprise en train de texter tard le soir, avec la luminosité au minimum. Elle prenait des appels, puis sortait soudainement sous prétexte qu'elle captait mal, dans une maison où on n'a jamais eu de problème de réseau. Une nuit, je me suis levé vers 2 heures du mat pour aller pisser et elle n'était pas dans le lit. Je l'ai trouvée dans la cuisine, en train de taper frénétiquement sur son téléphone. Quand elle m'a vu, elle a failli le faire tomber, et elle a vite balancé qu'elle n'arrivait pas à dormir et qu'elle regardait des mépros, à 2 heures du matin. L'argent aussi a commencé à changer. On avait toujours eu des comptes séparés pour les dépenses perso et un compte commun pour les factures et les économies. J'ai remarqué des virements plus gros que d'habitude de notre compte commun vers son compte à elle. Quand je lui demandais, elle répondait des trucs vagues genre elle devait aider sa sœur ou investir dans un truc pro. Les relevés de cartes montraient des frais dans des restos les soirs où elle était censée être en soirée entre filles ou à bosser tard, des magasins de fringues hors de prix alors qu'elle disait qu'elle faisait que regarder, des notes de bar d'hôtel en pleine journée de boulot. La goutte d'eau, ça a été la Saint-Valentin. Je suis pas fan de cette fête commerciale, mais j'avais quand même réservé une table dans un bon steakhouse qu'elle voulait tester, j'avais commandé des fleurs pour son bureau et même acheté un bracelet en argent dont elle avait laissé entendre qu'il lui plaisait. Je lui ai envoyé un texto vers midi pour lui demander si elle serait rentrée à temps pour notre réservation à 19 h. Pas de réponse. Je l'ai appelée à 17 h, messagerie directe. À 18h30, toujours rien. Je me suis retrouvé en costard sur le canapé, les fleurs en train de faner sur la table, le petit coffret froid dans la poche. Elle est rentrée à 11 h du soir, complètement bourrée, en disant qu'il y avait eu une urgence au boulot et que son téléphone était mort. Elle a même pas remarqué les fleurs ni que j'étais bien habillé, elle est allée direct se coucher. Le lendemain matin, elle a agi comme si de rien n'était.
quand j'ai abordé le sujet, elle s'est mise sur la défensive, disant que j'exagérais et que je la faisais culpabiliser alors qu'elle avait du bossetard. Là, j'ai su qu'il y avait vraiment un souci. La Jessica que j'avais épousée aurait au moins été désolée d'avoir raté la Saint-Valentin. Elle aurait essayé de se rattraper. Cette nouvelle Jessica, elle avait juste l'air agacée que je m'attende à ce qu'elle me consacre un peu de temps ou d'attention. Je suis un mec assez direct. Mon premier réflexe, ça a été de la confronter, lui demander cash si elle me trompait et mettre les choses à plat. Mais je me suis retenu. Par fierté peut-être. Ou par instinct de survie. À la place, j'ai décidé d'observer. De vraiment observer. J'ai commencé à noter les habitudes. Tous les mardis et jeudis, réunion tardive. Un samedi sur deux, brunch entre filles qui dure jusqu'au dîner. Elle rentrait toujours avec la coiffure impeccable, mais sans aucun sac de shopping de ces fameuses virées. J'ai vérifié nos relevés téléphoniques en ligne. Des appels et textos à répétition vers le même numéro, toujours pendant ses heures sup ou ses séances de sport. Un numéro pas enregistré dans notre répertoire familial. Un jour, pendant qu'elle était sous la douche, j'ai fait un truc que j'aurais jamais pensé faire, j'ai essayé de regarder son téléphone. Il était bloqué avec un nouveau mot de passe. Depuis quand elle avait besoin de cacher son téléphone? On connaissait nos codes respectifs, pas pour se fliquer, juste par commodité. Ensuite, il y a eu les événements de travail, soirées d'entreprise, dîners avec des clients, sorties d'équipe où, tout d'un coup, j'étais plus invité. C'est réservé aux employés, ou alors tu t'ennuierais. La Jessica que j'ai épousée adorait me présenter à ses collègues comme son mari sexy électricien. Je suis peut-être pas le plus malin en matière de relations, mais même moi, je pouvais plus ignorer ce qui se passait. Ma femme s'éloignait, elle construisait une vie parallèle où j'existais plus. La vraie question, c'était, qu'est-ce que j'allais faire? Alors que j'étais encore en train d'y réfléchir, l'univers a décidé de me balancer une vraie preuve. J'étais en train de réparer le robinet de notre salle de bain qui fuyait, et j'ai fait tomber ma clé à molette. Elle a heurté la trousse de maquillage de Jessica qui était posée sur le lavabo. En ramassant les rouges à lèvres et tout le bazar, je suis tombé sur une carte magnétique d'hôtel glissée dans une poche latérale. Pas un hôtel où on était allés ensemble. Celle-là venait du Marriott du centre-ville, à 2 pas de son bureau. Bizarre comme souvenir à garder, sauf si ça avait une signification spéciale, non? Je l'ai remise exactement à sa place et j'ai fini de réparer le robinet comme si de rien n'était. Mais cette carte me rongeait. Cette nuit-là, une fois qu'elle dormait, j'ai fait un gros tour dans nos comptes. D'habitude, c'était Jessica qui gérait les factures et le budget, pas parce que je pouvais pas le faire, mais parce qu'elle était plus pointilleuse que moi, et ça m'allait très bien. Je me suis connecté à nos comptes communs et j'ai épluché les derniers relevés. J'ai trouvé des gros virements vers son compte perso ces 3 derniers mois, 500 € par-ci, 7 cents par-là. De l'argent censé servir à notre avenir, nos économies, notre vie à deux. Les relevés de cartes montraient des achats de fringues hors budget, des dîners les soirs où elle disait être avec ses copines, dans des restos clairement pas le genre qu'elle choisisse d'habitude, des achats dans des boutiques de lingerie haut de gamme pour des trucs que je ne l'avais jamais vu porter. Et là je suis tombé dessus, un paiement dans le même Marriott du centre-ville, 3 semaines plus tôt. Juste un ticket de bar, pas une chambre, mais quand même. Elle m'avait jamais dit être passée par un bar d'hôtel ce jour-là. Quand j'ai recoupé ça avec nos textos, elle m'avait dit qu'elle bossait tard sur une grosse présentation. Mon pote bosse en sécurité informatique, on se connaît depuis le lycée. J'en suis pas fier, mais je l'ai appelé pour lui demander s'il pouvait m'aider à accéder aux mails de Jessica. Je lui ai expliqué mes doutes. Il était hésitant au début, mais il avait lui aussi traversé un divorce difficile après que sa femme l'ait trompé, alors il comprenait ce que je vivais. Il m'a aidé à installer un keylogger tout simple sur notre ordi à la maison, un petit programme de rien du tout qui enregistre les mots de passe. La prochaine fois qu'elle se connecterait, ça capturerait tout. C'est louche? Clairement. C'est légal? Probablement pas. Mais à ce stade, je m'en foutais. J'avais besoin de savoir ce qui se passait. 2 jours plus tard, j'avais son mot de passe. Et là, je suis tombé sur message après message avec ce fameux Mike. Des plans pour le week-end, des critiques sur moi, comme quoi j'étais bloqué dans une mentalité de loser, pendant que Mike allait de l'avant. Comme quoi elle se contentait de rester avec moi. Qu'elle méritait plus de luxe que ce que je pouvais lui offrir. Le même Mike, que j'ai découvert être son supérieur direct, fraîchement promu directeur régional. Le même Mike qui, d'après son profil Facebook que je stalkais comme un taré, était marié, avec un gamin de 2 ans et un autre en route. Il y avait des confirmations de réservation d'hôtels, des captures d'écran d'annonces d'appartements qu'ils regardaient ensemble,
des messages où ils planifiaient leur avenir après qu'elle m'ait quitté. Tout ça pendant qu'elle dormait à côté de moi chaque nuit, mangeait les plats que je cuisinais, vivait dans la maison que mon boulot payait. Un mail de Mike disait, encore quelques mois, mon bonus tombe, et on pourra tous les deux quitter ces vies sans avenir et tout recommencer. Sois patiente et fais comme d'habitude à la maison. J'ai eu l'impression de prendre un coup de poing dans le ventre. 6 ans ensemble, 4 ans de mariage, tout un mensonge. Ou en tout cas, c'était devenu un mensonge. J'ai passé 1 heure ce soir-là dans ma camionnette, garée devant la maison, à cogiter. La rage, la trahison, tout m'est tombé dessus. Une partie de moi voulait rentrer, foutre toutes ses affaires dehors sur la pelouse. Une autre voulait trouver ce Mike et lui refaire le portrait. Une autre encore voulait juste me bourrer la gueule et foutre le feu à quelque chose. Mais j'ai rien fait de tout ça. Je suis pas ce genre de mec, j'ai jamais été du genre à péter un câble, même si chaque fibre de mon corps en avait envie. Mon père m'a toujours dit que c'est justement quand t'es en colère qu'il faut réfléchir le plus clairement. Il avait raison sur ce point au moins, le vieux. Alors à la place, j'ai commencé à faire des plans. Si Jessica et Mike préparaient leur petite stratégie de fuite, il fallait que je sois 2 coups d'avance. J'allais pas être le pigeon qui se retrouve avec tout sur le dos pendant qu'ils s'envolent vers leur nouvelle vie. D'abord, j'ai pris rendez-vous pour une consultation avec un avocat spécialisé en divorce. Un type que je vais appeler Richard, que mon pote avait utilisé quand sa femme l'avait trompé. Apparemment un vrai requin. Je lui ai transféré tous les mails que j'avais trouvés, les relevés financiers, tout. Il a confirmé ce que je soupçonnais déjà, j'avais largement de quoi lancer une procédure de divorce pour faute, sur la base de l'adultère. Mais Richard m'a proposé un truc plus malin que juste tout balancer d'un coup. Il m'a dit, si tu montres tes cartes maintenant, elle va juste se braquer et commencer à planquer des trucs. Il valait mieux jouer stratégique. Il m'a conseillé de rassembler des preuves encore plus concrètes, photos, vidéos si possible, documenter toute dépense suspecte ou transfert d'actifs, sécuriser mes propres finances avant de faire quoi que ce soit, et surtout, de me comporter comme si de rien n'était pendant tout ça. L'effet de surprise, c'est ton plus gros atout là tout de suite, qu'il m'a dit. Une fois que tu la confrontes, la partie change complètement. Partie. Voilà ce que mon mariage était devenu, une partie d'échec où je devais anticiper ses mouvements et les contrer avant même qu'elle les fasse. Le lendemain au boulot, j'étais incapable de me concentrer. J'ai failli m'électrocuter tellement j'étais ailleurs, à penser à Jessica et Mike, à les imaginer en train de planifier leur nouvelle vie ensemble pendant que moi je me tuais à la tâche pour nous faire vivre. Mon apprenti, Tommy, a dû intervenir et me rappeler de tester le circuit. Le gamin m'a sauvé d'une belle décharge. La honte. Ce soir-là, quand Jessica est rentrée tard comme d'habitude, je me suis forcé à faire comme si de rien n'était. Je lui ai demandé comment s'était passée sa journée, j'ai écouté ses mensonges sur une réunion stressante avec un client, et j'ai même réussi à lui dire bonne nuit avec un bisou sans vomir dans ma bouche. Pendant qu'elle dormait, j'ai commencé à faire des listes sur mon téléphone, les biens à protéger, les comptes à séparer, les personnes qu'il fallait prévenir de ce qui se passait et celles qu'il valait mieux laisser en dehors. J'ai aussi établi un planning, une sorte de chronologie pour comment tout allait se dérouler. Le matin suivant, je lui ai envoyé un texto en lui disant que je risquais de devoir partir quelques jours en déplacement pour un gros chantier électrique, un bâtiment commercial à Phoenix qui avait besoin d'un recablage complet. J'ai dit que je serais sûrement absent environ 2 semaines, et je lui ai demandé si elle pensait pouvoir gérer toute seule pendant ce temps. Sa réponse était tellement enthousiaste que c'en était presque drôle. C'est génial mon cœur. Super opportunité pour toi. Ne t'en fais pas pour moi, je gérerai ici. Bien sûr que tu vas gérer, que je me suis dit. J'en suis certain. Le piège était tendu. Il ne me restait plus qu'à mettre le reste de mon plan en marche. J'ai bien fait semblant de partir. J'ai chargé ma camionnette avec mes outils, je l'ai embrassée pour lui dire au revoir. Je suis même passé chez mes parents en route pour qu'ils croient que je partais vraiment. Je leur ai dit de rien dire à Jessica s'il lui parlait, que je voulais lui faire une surprise avec un cadeau acheté grâce à l'argent que ce boulot allait me rapporter. Ma mère a trouvé ça trop mignon. Si elle savait. Une fois que j'étais hors de vue, j'ai fait demi-tour discrètement et je suis allé me planquer dans la maison de location vide de mon pote Tony, à 15 minutes de chez moi. Il a vécu un enfer pendant son divorce, donc il comprenait. J'avais besoin d'avoir un œil sur ma maison, alors un autre pote, Kevin, qui bosse dans les systèmes de sécurité, m'a installé des caméras extérieures discrètes que je pouvais surveiller depuis mon téléphone. On les a posées pendant que Jessica était au travail, une pointée sur l'allée, l'autre sur la porte d'entrée. Rien à l'intérieur, je suis pas un pervers. Et franchement, j'avais aucune envie de voir ce qui pourrait se passer dans ma propre chambre.
Le premier jour, rien à signaler. Jessica est rentrée, a commandé à manger, a regardé Netflix, m'a envoyé des textos au tu me manques auxquels j'ai répondu avec autant de fausse tendresse. Le deuxième jour, vers 19h, une Audi noire s'est garée. Et là, devinez qui en est sorti? Monsieur le directeur régional en personne. Grand, baraqué, montreur de prix qui brillait sous les lampadaires. Il avait une bouteille de vin à la main. Il est resté jusqu'à 3h du matin. J'ai tout eu en vidéo, son arrivée, le bisou à la porte clairement pas leur premier, la façon dont il est entré chez moi avec son sac de nuit, comme s'il était chez lui. Le même scénario s'est répété 3 autres fois dans la semaine. Une fois, ils sont même partis ensemble le matin, elle a appelé pour dire qu'elle était malade, sûrement pour passer la journée avec lui je ne sais où. Ils ont dîné sur ma terrasse, bu mon whisky hors de prix que je gardais pour une occasion spéciale, et même pris mon bateau, celui que j'ai sué sang et eau pour m'offrir. Pendant que je regardais ce spectacle, je restais pas là à me morfondre. J'ai appelé mon père en premier et je lui ai tout montré. Il était furieux mais concentré, quel est le plan, fiston, qu'il m'a demandé. Je lui ai dit que je devais protéger ce que j'avais construit. Les jours suivants ont été un tourbillon de préparatifs avec Richard, mon avocat. J'ai sécurisé mon entreprise, qui était déjà une SARL à mon nom. J'ai ouvert de nouveaux comptes bancaires, transféré tout mon matériel de travail au nom de la société, changé les bénéficiaires sur tous les documents importants, et j'ai mis les papiers sensibles et les objets de valeur à l'abri, hors de la maison. Le plus important, j'ai fait rédiger des papiers donnant à mon père une procuration temporaire sur ma société. J'ai aussi déplacé la moitié de nos économies vers mon nouveau compte, en laissant exactement l'autre moitié pour elle. Tout a été fait dans les règles, documenté par mon avocat. Au bout de 10 jours, j'avais tout ce qu'il fallait, vidéo, mais, relevé bancaire, une stratégie juridique solide. Il ne restait plus qu'un coup à jouer avant la confrontation. J'ai envoyé anonymement toutes les preuves à la femme enceinte de Mike. Elle avait le droit de savoir, avant de prendre des décisions qui changeraient sa vie. Exactement comme j'aurais aimé que quelqu'un le fasse pour moi. Une fois ce dernier élément en place, j'étais prêt à rentrer chez moi un jour plus tôt que prévu et voir la tête de Jessica quand elle me verrait. J'ai donc repris la route un jour plus tôt depuis Phoenix, prêt pour le grand moment. J'avais préparé tout un discours dans ma tête, et je m'attendais un peu à surprendre Jessica et Mike en flagrant délit, peut-être même récolter encore une vidéo ou deux. Mais la vie est pleine de surprises, pas vrai? Je me suis garé dans l'allée et j'ai tout de suite remarqué un truc bizarre, sa voiture n'était pas là. Étrange, parce que mes caméras de surveillance l'avaient filmé garé là seulement 3 heures plus tôt. Je me suis dit qu'elle était peut-être allée faire les courses ou un truc du genre. Je suis rentré, et la maison avait une drôle d'ambiance. Tu vois ce moment où un endroit censé être chez toi ne te semble plus du tout familier? L'air était différent, plus silencieux. J'ai appelé son nom, rien. J'ai vérifié la cuisine, le salon, puis je suis allé dans notre chambre. Et là, ça m'a frappé, son côté du placard était complètement vide. Les tiroirs de la commode aussi. Le plan de toilette de la salle de bain ne contenait plus ses crèmes hors de prix ni son maquillage. Sur le lit, il y avait une note, pliée proprement sur mon oreiller, comme dans un vieux film romantique. Elle disait, « Alex, je ne peux plus continuer comme ça. J'ai tourné la page avec quelqu'un qui partage mes ambitions et peut m'offrir la vie que je mérite. Mon avocat te contactera pour le divorce. Ne me cherche pas Jessica. » Froid, 1. 6 ans ensemble, 4 ans de mariage, et voilà. 8 lignes sur une feuille de papier. Même pas une page entière. Je me suis assis au bord du lit, la lettre en main, et j'ai rien ressenti. Ni colère, ni chagrin. Juste un vide étrange. Comme si j'étais en train de contempler les restes de quelque chose qui était mort depuis des mois, mais que je n'avais pas encore eu le courage d'admettre. Je suis allé dans le salon, j'ai ouvert mon ordi portable, et j'ai regardé les images de surveillance de plus tôt dans la journée. Et là, je les ai vus, Jessica et Mike, en train de charger valises et cartons dans l'Audi de Monsieur vers midi. Elle rigolait pendant qu'il galérait avec un sac trop lourd. Les deux avaient l'air excités, comme des ados qui sèchent les cours. J'ai passé les heures suivantes à faire des listes, comptes bancaires, cartes de crédit, mots de passe, abonnements, toutes les choses pratiques à gérer quand ta femme disparaît du jour au lendemain. J'ai changé les serrures, changé tous les mots de passe qu'elle pouvait connaître, et j'ai appelé Richard, mon avocat, pour lancer officiellement la procédure. En consultant nos comptes, j'ai remarqué un truc intéressant, elle avait vidé son compte perso, mais pas touché à notre épargne commune. Soit elle a oublié dans sa précipitation vers sa nouvelle vie de luxe, soit elle comptait revenir le chercher une fois que tout se serait calmé. Et là, j'ai tilté, le coffre-fort dans mon bureau.
Je l'ai ouvert, et bingo. Tous ces documents importants étaient encore là, certificat de naissance, passeport, carte de sécu, tout ce qu'il faut pour exister dans ce pays. Elle était partie tellement précipitamment qu'elle avait complètement oublié les bases. Stupide. J'ai pris mon téléphone pour lui envoyer un message à ce sujet, mais je me suis arrêté. Les conseils de Richard me sont revenus en tête, ne pas réagir tant que tout n'est pas en place. Laisse-la faire les premières erreurs. À la place, j'ai appelé mon père et je lui ai expliqué la situation. Il est venu rapidement. On s'est assis sur la terrasse à discuter pendant que je transférais la moitié de nos économies vers un nouveau compte à mon nom uniquement, en laissant l'autre moitié sur le compte commun. Je suis pas un voleur, mais je suis pas un pigeon non plus. Mon père est resté dormir cette nuit-là, et heureusement d'ailleurs, parce qu'à 3 heures du matin, mon téléphone s'est mis à exploser de notifications. Texto après texto de Jessica, je viens de réaliser que j'ai laissé des choses importantes. Est-ce qu'on peut fixer un moment pour que je les récupère? Alex, s'il te plaît, réponds. C'est puéril. Ce sont mes documents. J'ai besoin de mon passeport pour une nouvelle opportunité de travail. J'ai éteint mon téléphone et je suis retourné me coucher. Qu'elle rumine un peu sa mauvaise organisation. Le lendemain, tout était étrangement normal. Je suis allé bosser, j'ai câblé un nouveau chantier, papoté avec mon équipe. Personne ne savait que ma vie venait d'exploser, et j'avais pas envie d'en parler. J'ai regardé mon téléphone à la pause déjeuner, 27 appels manqués, des messages vocaux allant du mielleux au carrément menaçant. Mike avait même appelé 2 fois, avec un ton genre « Monsieur, je connais le droit de la propriété privée ». J'ai juste envoyé un texto à Jessica, désormais, toute communication passera par nos avocats. Puis j'ai bloqué leur numéro et j'ai fini mon sandwich. 48 heures après la grande fuite de Jessica, j'étais dans le garage à réorganiser mes outils. Qu'est-ce que tu veux que je dise, c'est thérapeutique. C'est là que j'ai entendu frapper fort à la porte d'entrée. J'ai vérifié sur ma nouvelle appli de sécurité, et bingo, c'était elle. Et elle avait pas franchement la même allure qu'au moment de son départ. J'ai éclaté de rire et j'ai pris tout mon temps pour aller ouvrir. Je l'ai trouvée sur le perron, mascara coulé, cheveux en vrac, portant ce qui semblait être les fringues de la veille. T'as changé les serrures, c'est la première chose qu'elle a lâchée, tout indignée, comme si j'étais le salaud dans l'histoire. Ouais. Je l'ai pas fait entrer. Je suis juste resté planté dans l'encadrement de la porte. J'ai besoin de mes affaires, Alex. Mes documents. Je peux rien faire sans eux. T'aurais peut-être dû y penser avant de vider le placard pendant que j'étais en train de bosser. Son visage a pris cette expression bizarre, un mélange de tristesse et de séduction, genre regarde comme je suis désolé mais toujours mignonne. Avant, ça marchait. Plus maintenant. S'il te plaît, laisse-moi juste entrer pour prendre mon passeport. J'ai un entretien demain. Non. Tous les échanges se feront par avocat. J'ai déjà contacté le mien. C'est laquelle a changé de tactique et s'est mise à pleurer. Les épaules qui tremblent, tout le cinéma. S'il te plaît, j'ai fait une erreur. Mike, les choses ne sont pas ce que je pensais. J'ai juste besoin de mes papiers. Pas mon problème. Tu n'as pas le droit de garder mes papiers d'identité, qu'elle a crié en haussant le ton. En fait si, j'ai le droit de les sécuriser tant qu'un échange légal n'a pas été convenu. Ils sont en sécurité. Ils seront remis par les voies appropriées. Elle a essayé de forcer le passage pour entrer. J'ai simplement déplacé mon bras pour bloquer l'entrée. Jessica, t'as fait ton choix. T'es partie. Ce n'est plus chez toi. C'est aussi ma maison. Mon nom est sur le prêt immobilier. Tu devrais peut-être revérifier ça. Le prêt est à mon nom uniquement. La maison a été achetée avec mes économies d'avant-mariage comme apport, et comme t'as quitté la résidence sans préavis, t'as sérieusement compliqué ta situation. Merci Richard pour ce discours juridique tout prêt. J'ai vu dans ses yeux qu'elle comprenait pas tous les mots, mais elle a ressenti ce que ça voulait dire. Elle l'a senti au fond. Son visage a changé pile au moment où elle a capté que j'étais plus le type gentil et naïf qu'elle croyait. Je vais aller où maintenant? Chez Mike, c'est compliqué. Oh, déjà des problèmes au paradis? C'était rapide. Elle m'a lancé un regard noir. Sa femme a tout découvert, elle a débarqué chez lui en hurlant. Elle avait des vidéos? T'as quelque chose à voir là-dedans? J'ai haussé les épaules. On dirait bien que le karma a fait son boulot. J'ai nulle part où aller, Alex. Laisse-moi rester ici le temps que je trouve une solution. Non. Juste quelques jours. Je dormirai sur le canapé. Non. Tu es cruel.
Et là, larmes à gogo. Après tout ce qu'on a traversé. Cruel? Cruel, ce serait de larguer quelqu'un avec une lettre après 4 ans de mariage. Cruel, ce serait de baiser ton patron dans notre lit pendant que je me tue à la tâche pour nous deux. Cruel, ce serait de planifier de vider nos comptes dès que son bonus tomberait. Ses yeux se sont agrandis. Comment tu? Je sais tout, Jessica. Chaque mail. Chaque plan. Chaque plainte sur mon soi-disant manque d'ambition pendant que tu tombais amoureuse de sa voiture en leasing et de ses cartes de crédit à découvert. Elle s'est effondrée sur les marches du perron, en sanglots. Des vrais cette fois. Pas pour moi. Pour son plan de sortie parfait qui venait de s'écrouler. J'ai presque eu de la peine pour elle. Presque. Je demanderai à Richard de contacter ton avocat pour organiser l'échange des documents. Tu devrais partir maintenant. J'ai refermé la porte et j'ai regardé à travers la caméra de sécurité pendant qu'elle restait assise là, à pleurer, pendant encore 20 minutes, avant d'appeler finalement sa sœur pour venir la chercher. Plus tard dans la soirée, mon téléphone a vibré, un message d'un numéro inconnu. C'est pas fini. Tu n'avais pas le droit de tout foutre en l'air. Signé Mike. J'ai transféré le message à Richard avec juste une note, encore une preuve pour le dossier. Les 2 semaines suivantes, je me suis concentré sur mon boulot et sur le fait de remettre ma vie en ordre. J'avais un gros chantier de recablage pour un restaurant en centre-ville, ça m'occupait bien. En parallèle, Richard préparait notre stratégie pour le divorce. Et ouais, ça faisait 3 semaines depuis la dernière fois qu'elle s'était pointée en pleurs sur le perron. L'échange de documents a enfin eu lieu, sous supervision de nos 2 avocats, dans le bureau de Richard. Jessica est arrivée avec une sale tête, des cernes, habillée avec des fringues que je reconnaissais de l'année d'avant. Visiblement, les virées shopping de luxe, c'était fini. Elle a essayé de me coincer avant la réunion, il faut qu'on parle en privé, Alex. Rien à dire qui ne puisse être dit devant les avocats. Richard a été une vraie machine, tout était organisé, documenté, prêt à être signé. L'avocat de Jessica avait l'air exaspéré du début à la fin, sûrement parce qu'elle n'arrêtait pas de l'interrompre pour me faire des appels émotionnels en direct. J'ai fait une énorme erreur, elle a dit à un moment, en tentant d'attraper ma main par-dessus la table. On peut surmonter ça. J'ai retiré ma main calmement. On est là pour échanger des documents, pas pour se réconcilier. Son avocat a fini par lui demander d'arrêter, parce qu'elle empirait les choses. C'est là qu'elle a enfin eu un déclic sur la réalité de la situation. En fin de rendez-vous, j'ai appris par Richard que la situation de Mike avait explosé en beauté. Sa femme enceinte, Emma, avait demandé le divorce, preuve à l'appui de multiples infidélités. Pas seulement avec Jessica. L'entreprise a viré Mike et Jessica pour avoir enfreint la politique interne sur les relations entre managers et employés. Mike risquait même des poursuites pour avoir profité de ses déplacements professionnels pour mener ses petites affaires. Jessica avait trouvé refuge chez sa sœur, mais au bout d'une semaine de drames et de larmes, elle s'était fait virer de là aussi. J'ai aussi entendu dire qu'elle avait tenté d'emménager chez Mike, mais ça a duré 3 jours, pas plus, avant que la réalité ne les rattrape. 2 chômeurs, des frais juridiques qui s'accumulent, dans un appart trop cher que Mike ne pouvait déjà plus se permettre même quand il bossait encore. Pendant ce temps-là, ma vie à moi s'améliorait. Mon entreprise marchait mieux que jamais. J'ai décroché 2 gros contrats commerciaux qui allaient nous occuper toute l'année. J'ai acheté une nouvelle camionnette, pas pour frimer, mais parce que j'en avais vraiment besoin pour bosser. Le divorce avançait rapidement, vu que Jessica était partie volontairement en laissant une lettre écrite où elle disait qu'elle tournait la page avec quelqu'un d'autre, et avec toutes les preuves de son adultère, c'était plutôt simple. Richard pense qu'on va conclure en un temps record. Jessica essaie encore de me recontacter de temps en temps. Des textos envoyés depuis de nouveaux numéros, où elle me dit qu'elle regrette ce qu'on avait, qu'elle a fait la plus grosse erreur de sa vie. Je ne réponds pas. Il n'y a plus rien à dire. La dernière nouvelle que j'ai eue, c'est qu'elle était retournée vivre chez ses parents, dans l'Ohio. Et Mike? Apparemment, il squatte le canapé de son frère et fait des livraisons d'Ordache pour payer la pension alimentaire. Leur grande histoire d'amour a duré moins d'1 mois dans le monde réel. Certains de mes potes me demandent si je regrette comment j'ai géré les choses. Si j'ai été trop dur, trop calculateur. Je leur dis toujours la même chose, quand quelqu'un te montre qui il est vraiment, crois-le. Et quand cette personne prévoit de te marcher dessus, y a pas de honte à protéger ce que t'as construit. Mon vieux m'a dit un jour une chose qui m'est restée, en électricité, tu prévois toujours le pire des scénarios, parce qu'il suffit d'une seule erreur pour te tuer. En fait, ça s'applique aussi au mariage. Ma vie n'est pas parfaite aujourd'hui, mais elle est réelle, et elle m'appartient. L'autre jour,
j'ai rencontré une femme sur un chantier. On se retrouve pour boire un café après le boulot, 2 ou 3 fois par semaine. Et je commence déjà à ressentir quelque chose pour elle. Rien de sérieux pour l'instant, mais y a un truc. Une femme qui sait visser un tuyau et parler de disjoncteur, ça me parle. Elle rigole à mes blagues nulles. Je croyais que Jessica était la seule femme au monde à faire ça. Et elle ne regarde pas son téléphone toutes les 5 secondes quand on est ensemble. C'est faux comme tu ne te rends pas compte de ce qui te manquait, jusqu'à ce que tu l'aies vraiment.